Bonjour amis collectionneurs, passionnés ou tireurs sportifs, bienvenue sur la chaîne Rétroviseur. Alors aujourd'hui, on va parler du Colt 95. Alors, je vous présente mon Colt 95. Donc c'est un modèle de 1906. Euh, c'est un modèle, donc il faut savoir que le Colt, le Colt 95 est issu d'une longue série. Elle commence avec le Colt 89, puis 92, puis 94, 95, 96, 1901, 1903. Voilà. C'est des Colts qui étaient produits en deux versions. Donc vous aviez la version 38 et vous aviez la version 41. On va pas parler de la version 41, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais le calibre étant très très dur à trouver, etc. Enfin, je ferai peut-être une vidéo dessus. Euh, voilà, donc on va parler du code 95. Alors, le code 95, euh, c'est le premier revolver à barillet basculant. Donc, euh, c'était une innovation pour l'époque. Euh, il a été produit à une grande série. C'était une arme qui a été produite d'abord pour la Navy à 5000 exemplaires. Le premier exemplaire en 89 a été produit à 5000 exemplaires pour la Navy. Et, euh, et après, il y a eu différents modèles qui ont été produits avec des évolutions. Par exemple, sur le modèle 89, vous n'avez pas l'arrêtoire de barillet. Alors, qu'est-ce que c'est que l'arrêtoire de barillet? Si vous regardez, si vous regardez, voilà, si vous regardez ici, vous avez un petit bitonio. Et sur le barillet, vous avez des petites fentes. C'était pour bloquer le barillet. Voilà, c'était une évolution du 95, ainsi que son système à l'intérieur de ressort qui lui permettait d'avoir une sécurité que je vous expliquerai. Donc je vais vous expliquer tout de suite. En fait, quand vous tirez comme ça, vous regardez à l'entrefer et vous verrez le marteau du chien dépassé. Donc, je ne sais pas si on peut voir. Voilà, si vous pouvez voir. Attendez, hop, vous voyez. Et la sécurité, c'était qu'en fait, quand vous désarmiez votre arme, vous l'aviez armée et que vous ne vouliez pas tirer, tout en retenant le chien, quand vous regardiez, le marteau du chien ne dépasse pas. C'était une sécurité, voilà, pour désarmer l'arme et pour éviter que si vous lâchiez le chien, le coup parte sur la cartouche. Voilà, c'était donc une sécurité, une amélioration qui a été apportée sur le modèle 95. Voilà. Alors cette arme, elle avait la possibilité de tirer plusieurs calibres. Elle pouvait tirer le 38 long Colt, elle pouvait tirer le 380 Bulldog, elle pouvait tirer le 38 SP. Mais le 38 SP n'est valable que sur certains modèles. Alors il faut savoir que ces modèles, il fallait qu'ils aient, je ne sais pas si on le voit, ici il y a un petit poinçon, je vous le mettrai au-dessus là, un petit poinçon VP. D'accord? Donc ce petit poinçon VP signifiait alors que il était, ça portait un nom, c'était proof, je sais plus, verified proof, voilà, verified proof, ce qui veut dire épreuve vérifiée, qui permettait de tirer des charges beaucoup plus importantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des charges beaucoup plus importantes? Là, on a du 38 long Colt. Alors le 38 long Colt, euh, au niveau des joules, c'est 315 joules, d'accord? Avec une vitesse de 223 mètres secondes, d'accord? Après, vous aviez le 38 SP, donc le 38 spécial. Donc le 38 spécial, lui, il avait une puissance de 475 joules et il pouvait aller à 260 mètres secondes. Donc un peu plus puissant, un peu plus polyvalent pour l'époque. C'était l'arrivée des poudres modernes. Donc il était un peu plus, vous pouviez tirer un peu plus loin, etc. Et vous avez le 357 Magnum qui n'a rien à voir. Il ne faut surtout pas mettre du 357 Magnum qui lui a une vitesse de 380 à 520 mètres secondes et pardon, en joules. Non, 380 à 520 mètres secondes. Et en joules, c'était 780 à 1090 mètres joules. Voilà. Donc, excusez-moi, hein, je cherche les chiffres.
Euh, voilà, donc c'était une cartouche qui est beaucoup trop puissante, donc celle-là, niette, on la met pas dedans, hein. Par contre, le 38 Long Colt, oui, ça allait très très bien. C'est d'ailleurs la cartouche d'origine de cette arme. Euh, mais, comme je vous l'ai dit, à partir d'un certain numéro, c'est le numéro 241 927, à partir de ce numéro-là, il y aura donc une épreuve qui sera indiquée sur la caresse pour vous dire qu'elle supporte une charge beaucoup plus importante. Et ça permettait donc de tirer du 38 SP. Alors, bien sûr, le canon, à la base, était... alors, attendez, il faut que je me rappelle, il était de... si je me rappelle bien, ah oui, 375 centièmes de pouce à la base. Et il sera réduit à 357, ce qui permettra, dixième de pouce, ce qui permettra de tirer des 38 spéciales. Parce que si vous mettez de la 38 spéciale dans un canon de 375 pouces, 350 centièmes de pouce, l'ogive elle tombe direct au fond, elle ne touche pas les rayures. Donc vous n'avez aucune efficacité si vous tirez, elle part n'importe où la cartouche. L'ogive elle part n'importe où. Donc du coup, le canon a été réduit, la charge a été augmentée et surtout, il y a un épaulement. Il y a un épaulement qui a été mis. Le canon était complètement, enfin les chambres étaient complètement lisses. Et à partir du moment, je crois que c'est à partir de 1903, si je me rappelle bien, ils vont mettre cet épaulement et donc mettre le logo VP et réduire le canon. Ce qui en fait une arme complètement moderne. Voilà. Pourtant, cette arme est toujours en catégorie D, il faut le savoir, hein, les Colt 95 sont en catégorie D, et vous pouvez donc acheter une arme qui peut tirer du 38 spécial en catégorie D. Voilà. Donc, moi, j'étais au stand, tranquillou. Alors, comme j'avais pas de cartouche disponible, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais au club, j'ai demandé à ce qu'on me fournisse une boîte. Et donc j'ai acheté une boîte, hein, je vous mets la marque au-dessus, hein. J'ai acheté une boîte, tranquillou, comme ça. Et je tire ma 30e cartouche, et paf, incident de tir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. Alors au début, comme à l'entrefer, on avait regardé, quand il y a eu l'incident de tir, j'avais plus à tourner le barillet. Donc on a regardé ce qui se passait, et on a vu du laiton à l'entrefer. Donc on s'est dit, la première chose qu'on s'est dit, c'est l'ogive qui est coincé. Ça arrive souvent, ça arrive dans d'autres armes, hein, même automatiques, hein, ça arrive de temps en temps. Bon. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une petite baguette comme ça, et on a essayé de pousser l'ogive pour la faire rentrer et pouvoir tourner le barillet. Malheureusement, quand on a mis cette tige, on est allé jusqu'au fond du barillet, donc on était à l'intérieur de l'étui. Ça voulait dire que l'ogive était déjà partie. Donc, j'ai tout de suite compris que c'était effectivement l'étui qui s'était déchiré. Vous voyez, l'étui, il s'était déchiré et il avait coincé. Donc, bon, bah, en rentrant, je ne l'ai pas fait tout de suite, hein, je le fais toujours à tête reposée, moi, ça. J'ai réussi à la sortir, donc je vous la montre, hein. Voilà. Elle a été. Je l'ai ressortie, hein. Elle est complètement. On voit bien que c'est un bout d'étui, hein, c'est pas une ogive, hein. Donc, j'ai réussi à la ressortir et j'ai remarqué qu'elle était complètement déchirée. Si vous voyez, elle est déchirée. Et ce jour-là, ben, il y a le fournisseur du club qui était là. Donc, bon, j'étais un petit peu mécontent. Je vous le dis tout de suite, hein. Souvent, les armuriers, ben, ils prennent les gens de haut, hein. Ils croient avoir la science infuse parce qu'ils ont un diplôme. Moi, ça fait 40 ans que je tire. Même, je vous dis 40 ans, mais en fait, c'est plus. J'ai commencé à tirer, j'étais tout petit. Mon père m'a offert ma première carbine à plomb. J'avais à peine 10 ans, j'avais 9 ans. Je tirais dans la cave. Mon père m'avait appris les règles de sécurité. Alors, je me rappelle, j'avais du mal à la charger, à plier le. C'était un truc à plier comme ça, à comprimer.
Et c'était ma première carabine et je tirais tout seul dans la cave. Mon père m'avait appris les règles de sécurité et je faisais attention et je m'amusais très bien. Mais j'allais aussi avec mon père dans les fêtes foraines et on tirait à la 22 sur des ballons, sur des cibles. À l'époque, c'était possible, hein. Vous aviez 10-12 ans, vous pouviez tirer à la carabine à 22 longs rifles dans les fêtes foraines, c'était possible. Je vais même vous dire que je tirais avec mon oncle, parce que mon oncle habitait à la campagne, hein. Et quand j'étais petit, on tirait dans le jardin à la 12. Avec mon oncle, je tirais à la 12 dans le jardin, quoi. Donc, tout ça, c'était à l'époque, c'était normal, hein. Je vous parlerai même pas des couteaux parce qu'on avait tous des couteaux sur nous. On faisait des cabanes, on se fabriquait des flèches polynésiennes, on se fabriquait des comètes pour ceux qu'on connu, etc. Donc, c'était une chose qui faisait partie de la vie. On n'était pas fliqués comme maintenant, on n'était pas sans cesse rabroués, rabaissés à de l'ignorance, etc. Et donc, on va revenir un petit peu à la discussion. J'ai mon armurier, enfin, j'ai l'armurier qui passe au club, et la première chose qu'il me dit, c'est ça vient de l'arme. Donc, les cartouches sont trop longues. Je lui dis, non, les cartouches sont pas trop longues, parce qu'il faut savoir que, si vous voulez, j'avais vérifié l'épaulement. C'est-à-dire que j'avais mis une tige à l'intérieur. Quand je suis embuté, j'avais pris la mesure et je savais exactement. Et l'épaulement tombe juste. L'épaulement tombe bien. Avec la 38 spéciale, l'épaulement tombe bien. Elles sont faites pour tirer du 38. Alors, en fait, elles ne sont pas faites pour tirer du 38 spécial. Elles sont faites pour tirer du 38 long colt. Hein. Mais cette série qui date de 1906, c'est-à-dire les séries tardives, après 1903, jusqu'en 1909, ont été conçues pour tirer du 38 spécial. Voilà. Elles ont fait la Première Guerre mondiale, ces armes. Vous voyez donc, elles étaient aussi très prisées par les shérifs aux États-Unis et les hommes de loi aux États-Unis. Voilà. Alors, une fois je lui ai présenté donc l'arme, il a jeté un œil comme ça, il fait oui, non, mais c'est l'ogive qui est coincé. On lui dit non, on a fait les tests et tout, c'est la douille qui s'est déchirée. Hein, il me dit non, c'est pas possible, ça m'est jamais arrivé. Alors, je sais pas qui il est lui, mais moi j'ai eu des tas d'incidents de tir. Hein. Il y a des incidents de tir comme une arme qui explose, ça m'est jamais arrivé, mais ça arrive. Même sur des armes neuves. Sur des armes neuves, ça arrive. C'est-à-dire que vous achetez une arme toute neuve, vous mettez une cartouche, paf, ça explose, ça arrive. C'est déjà arrivé. Ce n'est pas un truc qui... vous n'avez pas de 100% de garantie qu'une arme va fonctionner, même si elle est neuve. D'ailleurs, je vais même vous dire, la semaine dernière, l'ami qui était avec moi a acheté un micro-Uzi. On n'a pas arrêté d'avoir des problèmes. Alors, bon, bien sûr, il avait une 22 qui, je pense, c'est un micro-Uzi en 22. Donc, je vous mets une petite vidéo. Donc, il a tiré avec cette arme et tout, et on a rencontré des problèmes. Des cartouches qui se coincent, carrément, on a ressorti des cartouches pliées en deux. Pliées, oui, je vous mens pas, hein, enfin, pas pliées de ouf, mais elles étaient bien entamées, voilà. Donc, il n'y a pas de règle dans l'armement. On a rencontré aussi, il a un bout de Jericho, on a rencontré un incident de tir aussi parce que il a plusieurs chargeurs qui rentrent dedans et il y en a un qui apparemment s'enclenche mal. C'est comme ça, je veux dire, voilà. Mais qu'un armurier, il arrive et qui sorte, ça m'est jamais arrivé, donc ça peut pas arriver. Franchement, déjà, ça vous met le mort, quoi. Et je sais pas vous, mais moi je vous le dis franchement, hein, ça fait un moment quand même que je fréquente les armuriers. Vous avez de très très bons armuriers, hein, des mecs très compétents, machin, qui vont être, qui vont pondérer leurs paroles, qui vont avoir des paroles réfléchies. Et puis vous avez les gros cons. Hein, les mecs qui ont tout vu, tout fait, ils ont 25 ans, ils viennent de passer leur diplôme, ils ont fait 5 ans de métier dans une armurerie, ils ont tout compris, eux. Eux, ils sont des malins, eux. Eux, ils sont des malins. Ils ont face à eux des mecs qui ont 60 piges, mais ils comprennent tout mieux qu'eux, quoi. J'ai tiré certainement des milliards de cartouches. Je sais pas combien j'en ai tiré des cartouches. J'ai tiré des centaines, je sais pas, je vous dirais des bêtises, mais j'ai tiré voilà les cartouches. Et de la 12-7, de tout à l'armée, j'étais engagé, donc je peux vous dire, j'ai tiré des cartouches, j'en ai tiré. Hein. Donc voilà, j'ai écouté ce qu'il me disait,
Et mais alors, dur comme fer, hein. C'était pas ces cartouches. Ça n'a rien à voir, c'est l'arme, forcément. Alors, moi, je veux bien, quoi. Mais j'ai tiré 30 cartouches avant, ça s'est bien passé. Et à la 31e, paf, il y a un incident de tir et le gars, il me dit que c'est mon arme, quoi. Donc, cette mauvaise foi, ça me dégoûte. Et je vous le dis, hein, je pense que vous êtes nombreux à le penser. euh, Franchement, les armuriers, ils devraient un petit peu prendre sur eux des fois, et un petit peu être tolérants, un petit peu aussi avoir une ouverture d'esprit vis-à-vis des gens. Des fois, on pose des questions à la con, nous aussi. Des fois, on est des abrutis. Ça arrive aussi. Hein. Ça m'arrive de poser des questions à la con ou de ne pas être compétent. Ça m'arrive quand c'est pas mon domaine. Si vous me parlez d'armes anciennes, moi, je vais vous expliquer. Hein, je connais un petit peu. Hein. Je voulais prendre l'exemple du 74. En fait, le 73, vous le retrouvez beaucoup aux États-Unis. Ils adaptent avec un moon clip, ils adaptent et ils tirent du 45 ACP dedans. C'est des armes très robustes. Elles ont fait leurs preuves hein, pendant la Première Guerre mondiale. Vous sachez qu'elles ont servi dans les eaux et forêts jusqu'en 70, Banque de France aussi, je crois. Donc, c'est des armes très solides et très fiables. Hein. Elles sont reconnues. Voilà quoi. Hein. Donc, j'ai certaines compétences dans les armes anciennes. Quand je dis que c'est la cartouche, c'est la cartouche. Je l'ai démonté, j'ai la preuve, c'est la cartouche qui s'est déchirée. C'est un défaut de fabrication, c'est rien, c'est pas grave. Il m'aurait dit, ouais, c'est un défaut de fabrication, ça arrive une fois sur 1 milliard. J'aurais dit, ok, d'accord, c'est cool et tout, machin. Mais là, le mec, c'est forcément ton arme, quoi. C'est forcément toi qui es un teubé, et franchement, ça me gonfle, quoi. Ces mecs-là, des fois, ils m'énervent. Et en plus, sans compter tous les menteurs qui vous vendent des trucs, ouais, c'est en bon état, c'est pas en bon état, sans compter tous ces trucs-là. Tous les tireurs sportifs, vous connaissez ça. Tous ceux qui font du tir sportif connaissent ça. Allez dans une armurerie, vous n'êtes pas reçu aimablement. Les trois quarts du temps, les trois quarts des armureries que je fréquente, ça va. Moi, j'essaie de trouver des armuriers qui sont compétents. J'essaie de trouver des armuriers sympas et compétents, plutôt ouverts d'esprit. Mais c'est vrai que la plupart, ils ont tout vu, tout fait. Hein. Il y en a, et je vous dis, il y en a, ils ont moins de 30 ans, ils ont tout vu, tout fait. Ils ont tout compris. Vous voyez. Vous tirez depuis 40 ans, c'est-à-dire ils n'étaient même pas nés, ils n'existaient même pas, mais ils connaissent tout mieux. Vous êtes un tireur sportif aguerri, vous avez tiré des centaines et des centaines de cartouches. Il y en a qui ont du chemin avant de me rattraper, et pourtant, ils connaissent mieux. J'ai tiré à toutes sortes d'armes, j'ai tiré vraiment à tout, de tout, du 44 Cooper, de tout. J'ai tiré vraiment à tout, des mitrailleuses allemandes, j'ai tiré à vraiment beaucoup d'armes. Vraiment, vraiment beaucoup d'armes. Voilà. Je suis pas en train de me la raconter, les gens. Pas du tout. C'est simplement que ce que je veux dire, c'est que quand vous avez quelqu'un qui a un certain âge, une certaine expérience, et que direct vous le traitez de débile, parce qu'il a une arme de collection qui est ancienne et qu'il n'a pas le dernier Glock, c'est un débile. C'est pas un vrai tireur. C'est pas. Vous comprenez? J'ai des armes modernes. Je tire à l'arme moderne toutes les semaines. Voilà. Je tire moins aux armes anciennes qu'aux armes modernes. Quand je tire aux armes anciennes, c'est vraiment un gros plaisir pour moi. D'abord, je trouve ça vraiment merveilleux. Je peux vous assurer que c'est vachement plus sympa que de tirer à l'arme moderne. Ça enroule, vous avez de la fumée, vous avez une odeur, vous avez tout un contexte. Vous voyez? Et c'est vraiment très agréable de tirer à l'arme ancienne. Les armes aujourd'hui sont aseptisées en polymère, etc. Même si vous avez de très bons modèles, hein. Vous avez des modèles extraordinaires. Hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. J'aime bien les armes modernes aussi. Hein. Mais je dirais que, si vous voulez, les armes anciennes n'ont rien à envier, surtout les fins du 19e siècle, elles n'ont rien à envier aux armes modernes. Hein. Je vous dis, cette arme-là est le précurseur des armes modernes. C'est le papa des armes modernes, celui-là. C'est lui, le premier à barillet basculant. 90% des revolvers aujourd'hui ont un barillet basculant, même plus que 90%. Donc c'est le précurseur, d'accord? Et il tirait du 38 spécial, celui-là, sans problème. C'est éprouvé. Allez sur les chaînes américaines parce que il n'y a pas beaucoup en fait, de chaînes de collection d'armes anciennes. Il y en a très peu. Hein, le feu aux poudres.
Il y en a quelques-unes, mais très très peu, hein, vraiment qui sont compétentes, qui ont vraiment un savoir-faire et qui parlent de choses vraiment compétentes. Et encore, ce serait plutôt début 20e jusqu'au milieu 20e, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, ils font beaucoup d'armes comme ça. Vous avez aussi, moi j'aime bien Magnum 44 qui explique très bien euh, les fusils, etc. Il a quelques armes anciennes, etc. Il explique très très bien. Ce sont des gens compétents. Euh, je suis sûr qu'ils seront d'accord avec moi pour dire que beaucoup d'armuriers se la racontent. Se la racontent. On ne peut pas tout savoir en armement. On ne peut pas tout connaître. C'est pas possible. Alors, il y a des bases. Ils ont appris des bases. Ils connaissent plein de choses. Voilà. Mais en gros, pour moi, aujourd'hui, les armuriers, ce sont des vendeurs. Alors, il y a les armuriers de chasse, il y a plutôt les armuriers de tir sportif de poing, vous avez les armes longues, vous avez les armuriers spécialisés un peu dans chacun son domaine. Il y en a qui sont généralistes, etc. Mais dans l'ensemble, alors, je vous dirais que c'est dommage parce que pour moi, c'est un milieu déjà assez fermé, assez réglementé, et on n'a pas besoin de jouer les cow-boys et de rabaisser les autres, etc. Justement, si on veut avancer dans le partage, dans la connaissance, etc., il ne faut pas dire de conneries, il faut vérifier ses informations, il faut essayer d'être cohérent avec ce qu'on dit, et surtout avoir du respect pour les autres. Cette manière de dire ouais, ça peut pas être ma cartouche, c'est ton arme pourrie, quoi, ça me dégoûte, quoi. Je veux dire, c'est en ayant regardé à peine 2 secondes mon arme, surtout qu'à la base il parlait de excusez-moi, surtout qu'à la base il parlait de d'ogive. Quand je lui ai dit c'est l'étui, il m'a dit ah, c'est impossible, c'est ton étui, c'est l'étui qui est trop long. J'ai dit mais non, j'ai tiré 30 cartouches. Mais si, il est trop long. Bah non, si j'ai tiré 30 cartouches, il peut pas être trop long. Enfin, il y a un moment, je veux dire, voilà, super énervé. Donc ça m'a fait l'occasion de vous faire une petite vidéo là-dessus parce que c'est une très bonne arme. Alors je vais vous mettre à la base, c'était pour vous faire un petit film. Je suis parti là-bas, c'était pour vous faire un petit film. Euh, J'avais loué un Smith & Wesson 19 pour faire la comparaison entre une arme plus moderne, parce que je crois qu'elle est de 1957, si je me souviens bien, le 19 il est sorti en 57. Donc du coup, je voulais vous faire une différence, un peu la différence, parce qu'il y a, par exemple, vous avez le chien qui est beaucoup plus lourd, qui va beaucoup plus loin, vous tirez beaucoup plus loin surtout en simple action, quand vous faites en simple action, là vous allez avoir le chien qui va devoir revenir au fond et pour repartir. Qu'avec le Smith & Wesson 19, c'est très rapide. Vous faites du simple action comme ça, vous tirez très rapidement. Ça va être beaucoup plus difficile de le faire avec un Colt 95. C'était des différences comme ça que je voulais vous expliquer. J'ai été très surpris par, euh, par ce Colt 95 au niveau du tir. Très agréable avec le 38 spécial. J'ai été très surpris de voir qu'il tirait très précisément parce que j'ai tiré avec le Smith & Wesson 19 qui a une visée assez haute et comment dire, bien carrée comme les armes modernes, etc. Alors que là, vous avez une vision très très fine, un petit peu basique et surtout qui n'est pas réglable. Voilà, j'en ai mis 2 dans le 10. J'étais très content. Voilà, c'était plutôt groupé dans le 9, 10, 8, 7. C'était assez groupé quand même par rapport à les capacités des armes de cette époque-là. J'étais agréablement surpris. C'était vraiment une belle séance. Je me suis éclaté. Voilà. Donc c'était un petit peu pour vous dire ça. Donc je vous mets quelques images sur le Colt 95 VS le Smith & Wesson 19 pour vous montrer un petit peu les différences. Je ferai une vidéo complète pour en parler plus en profondeur. Voilà. Et puis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des armuriers. Voilà, de la plupart des armuriers. Alors, il y en a des très sympas, hein, je vous dis pas, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Voilà. Mais je trouve que dans ce milieu, je comprends qu'il y ait de la méfiance, mais quand on croit tout savoir alors qu'on connaît rien du tout, on est voilà, il faut rester humble avec les gens, il faut rester un petit peu voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas armurier qu'on n'y connaît rien, quoi.
c'est clair et net, ça, c'est un truc clair pour moi. Je veux dire, la plupart du temps, quand je demande des services à des armuriers sur mes armes anciennes, c'est non. Hein. Ils me disent non, je sais pas faire, c'est trop vieux, c'est machin, c'est trucs, bidule et tout. Voilà. Et puis après, ils vont vous dire, ouais, je sais tout, moi, j'ai tout compris, quoi. Donc voilà, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que ça me fera très plaisir. Je pense que vous allez vous lâcher. J'espère, lâchez-vous. Dites-moi la vérité, n'ayez pas peur. Dites-moi ce que vous pensez de ces gens-là. Ils sont pas tous méchants, ils sont pas tous désagréables. Au contraire, j'en connais certains qui sont très, 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 très bien. Hein, qui n'ont pas la grosse tête et qui écoutent et qui vous écoutent avant de dire ce qu'ils ont à dire et souvent c'est très cohérent, ils vous apprennent des choses, etc. Mais la plupart, franchement, grosse tête, je me la pète, voilà quoi. Alors que j'ai tiré 100 fois plus qu'eux, ils le savent même pas. Donc c'est des... Enfin bon, voilà. 25 ans, 27 ans, 30 ans, t'as tout vu, t'as tout fait, vas-y, remballe. Ok? Hein? Armurier de... Voilà. Hein? Voilà les amis, une petite colère parce que ça me dégoûte des gens comme ça. Et c'est un sport, c'est pas... voilà, c'est pour se faire plaisir, c'est pour se détendre, c'est pour apprécier, pour partager. J'ai fait de belles rencontres. Et voilà, hein, on est là pour ça, quoi. On est là pour partager, hein, et pas pour avoir la grosse tête et croire qu'on sait tout et que voilà, hein. Ok? Bon les amis, je vous dis à plus tard. Je vous laisse une petite vidéo de tir. À bientôt. C'est à moi que tu parles là? Oh, 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 c'est à moi que tu parles, c'est à moi qui parle, c'est à moi qui parle, putain! C'est à moi que tu parles comme ça, ouais! Tu m'as surpris. Putain, putain!